Bonjour et bienvenue au podcast Midi littéraire du Centre de littérature canadienne. Je suis Sarah Crotts, directrice du CLC, qui est basée à l'Université de l'Alberta à Edmonton, au Canada. Connue par beaucoup sous le nom Amiskwachie-Waskagan, Edmonton se situe sur le territoire du Traité 6 et de la nation métise de la région 4 de l'Alberta. Où que vous soyez, nous espérons que vous apprécierez cette chance de connaître ces auteurs canadiens. Ce podcast met en scène deux écrivains montréalais, Laurie Jean-Louis et Chloé Savoie-Bernard, en train de lire et de discuter ensemble leurs écrits et leurs expériences. Née à Montréal, Laurie Jean-Louis publie en 2020 son premier recueil, La femme sans couleur, qui remporte le prix des libraires en 2021. Elle a également une maîtrise en littérature et publie son premier album jeunesse, Philibert, le garçon qui pliait son cœur, en août 2021. L'album est illustré par Nahid Kazemi. Elle est aussi bibliothécaire. Elle se consacre à l'écriture. Chloé Savoie-Bernard est aussi née à Montréal, où elle vit toujours. Elle a écrit plusieurs recueils de poésie, dont le dernier en lice est Sainte Chloé de l'amour. Chez Triptyque, elle a publié le recueil des nouvelles des femmes savantes et dirigé le collectif Corps. Mémoire d'Encrier a fait paraître sa première traduction littéraire de l'anglais, Anatomie de ma honte, de Tessa McWatt, en 2021. Après avoir soutenu une thèse sur la littérature féministe au Québec, elle est désormais stagiaire postdoctorale en recherche-création à l'Université Sherbrooke. Elle travaille de surcroît comme éditrice de poésie chez l'Hexagone et comme membre du comité de rédaction de la revue Estuaire. La discussion de Chloé et Laurie porte sur plusieurs sujets fascinants, notamment la créativité, la famille, leurs influences, la joie et la jouissance, mais aussi le corps en tant que collectif, lieu de douleur et site de frontières. Bonne écoute. Donc, comment ça va, Laurie, ce matin? Bien, toi? Ça va. La vie est chargée, mais ça va bien. Là, toi, t'es où? Dans quelle province encore? Ah non, là, je suis à Montréal, mais à cause de mon postdoctorat, je vais à Sherbrooke. Oui, c'est à Sherbrooke, c'est ça. J'ai un postdoctorat à Sherbrooke, donc je voyage entre Montréal puis Sherbrooke. Donc, toi, t'es bien à Montréal aussi ce matin? Oui. Oui? Je suis bien à Montréal, chez moi, pas à l'hôtel. Il fallait que j'aurais bien voulu le mettre le lendemain, mais je savais que entre le moment où on s'est parlé puis maintenant, je pouvais pas garantir que j'allais être chez moi. Mais oui, c'est ça, pour le bien-être des auditeurs, on peut dire qu'on est à notre strike 2 de cette tentative de podcast, mais ce moment-là est la bonne et le bon, donc nous pourrons discuter de poésie, de littérature ensemble, dans le calme de nos foyers. Dans le calme de nos foyers. Voilà. Donc, Laurie, toi, tu as un parcours assez, peut-être pas éclectique, parce que j'ai l'impression que la littérature est toujours au centre, mais si tu pouvais peut-être commencer par nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené dans les dédales de la littérature, puis de tes différents chemins dans l'univers de la littérature qui a mené, en fait, à la publication de ton premier recueil en 2020, La femme sans couleur, un peu pour nous expliquer qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu as bien raison, mon parcours n'est pas si éclectique parce que la littérature est toujours au centre. Là, à chaque fois, je réessaie de trouver où la ligne commence pour m'amener jusqu'à La femme sans couleur, puis je trouve pas toujours le même début. Donc, je dirais que le saut, la ligne que j'ai traversée très clairement, c'est que moi, d'abord, je voulais aller en psychologie.
Puis, je me rappelle, j'étais au cégep, j'ai fait un travail sur La Cité de verre de Paul Auster. Et je me rappelle encore le plaisir que j'ai pris à faire ce travail-là. Puis je me suis dit, non, c'est pas en psychologie que je vais aller. C'est en littérature, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus incertain, c'est beaucoup plus intéressant aussi pour l'imaginaire. Donc, en fait, j'ai toujours suivi ça. J'ai toujours été le plus près possible de cette intuition. Et c'est pour ça que j'ai fait une maîtrise en littérature sur le corps noir et l'intersubjectivité. À ce moment-là, j'avais pas du tout envie d'aller en création, quoi que ce soit. Il me paraissait important d'en connaître plus et de me consacrer à ça pendant un certain moment. Puis après ça, je suis allée en bibliothéconomie parce que il m'a semblé que c'était là ma place, de rendre la littérature aux autres par le biais de la lecture, par le biais des livres, etc. Et finalement, ce qui m'a amenée à rédiger La femme sans couleur, c'est comme une visite inopinée. Elle est venue frapper à ma porte. La femme sans couleur, elle a dit, c'est moi. Bonjour. Et puis voilà, j'ai dit, OK, je vais écrire du mieux possible ce que, ce que tu m'apportes, ce que tu as à me dire. Donc, voilà comment j'en suis venue à elle. Puis, quand j'y pense, c'est toujours intéressant. En tout cas, tu me diras de ton côté parce que tu as une pratique d'écriture qui est quand même beaucoup plus longue que moi, hein, beaucoup plus diversifiée. Mais c'est à la fois facile et difficile de jeter le regard rétrospectivement puis de dire, moi, mais finalement, là, ce livre-là, j'ai toujours écrit. J'ai toujours commencé à l'écrire. Je n'ai fait que ça, mais je ne le savais pas. Donc, moi, je dis que La femme sans couleur, elle était là, mais je ne le savais pas. Je dis pas que elle est apparue quand j'ai voulu écrire le recueil. Je dis non, mais j'étais pas prête, donc elle n'est pas venue frapper à ma porte. Mais est-ce que tu avais déjà commencé une pratique d'écriture en création avant ou c'est vraiment quand justement elle a frappé à ta porte, qu'elle t'a un peu coincée, que ça a commencé ou il y avait quelque chose de l'ordre de l'écriture qui se faisait en toi avant? Mais j'écrivais, j'ai toujours écrit, mais j'ai jamais pris ce que j'ai écrit au sérieux. Jamais. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit et lu en même temps. Puis ce que je lisais était toujours nettement supérieur à ce que j'écrivais, selon moi. Mais vraiment nettement supérieur. Puis je me voyais pas du tout comme celle qui écrit. Je me voyais uniquement comme celle qui lit. Puis, mais franchement, tu sais, j'écrivais, mais je soumettais jamais à personne, sinon que quelques poèmes à ma meilleure amie au secondaire. Donc ça commençait à faire longtemps. Je lui soumettais des poèmes. Mais sinon, après ça, j'écrivais. Parfois, j'en soumettais quelques-uns à mes amis, mais vraiment, c'était flou, flou. Je voulais juste une appréciation vague. Tu sais, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu n'aimes pas ça? Puis voilà. Puis là, La femme sans couleur, c'est que j'ai une amie plus proche qui, elle, m'a pris au sérieux. Puis là, elle a dit, mais OK. Tu sais, elle écoutait toujours ce que je disais. Puis elle a dit un jour, elle m'a dit, j'attends ton manuscrit. Puis ça a été pour moi une invitation que je ne pouvais pas refuser. Je me suis dit, de toute façon, personne ne me connaît. J'ai rien à perdre. Si La femme sans couleur, tout le monde trouve ça nul, c'est pas grave. Tu sais. C'est ça. Tout simplement. Tu me fais rire. Mais justement, ton recueil est dédié, je lis la dédicace, c'est très belle. Je dédie ce livre à toutes les femmes qui ont porté mes mères et mes pères, ainsi qu'aux femmes et aux filles de ma vie.
ma mère Léandre, ma sœur Farah, mes nièces Abby et Clary et ma fille Remy. Donc, puis pour moi, ça fait peut-être je suis un mauvais lien, mais ça fait aussi écho à ce que tu viens de dire, que c'est ton ami qui a finalement fait que le livre existe Oui, en te disant cette remarque un peu inopinée, tu sais. Puis c'est comme si les femmes t'avaient mené à l'écriture oui. en te mettant en présence, en te mettant au monde, mais aussi en te lançant cette phrase-là, tu sais. Oui, 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 oui. C'est beau ce que tu dis, mais oui, c'est les. Je pense, je ne l'ai jamais pensé directement comme ça, mais je pense que oui, c'est les femmes qui m'ont menée à l'écriture dans la mesure où ce sont les femmes qui s'arrêtent, qui me demandent comment je fais, ce sont les femmes qui me donnent à manger. Euh, Ce sont les femmes qui me disent, bon, va. Quand ma mère me disait toujours en créole, et ou l'aide l'eau crier. Ça veut dire, bon, t'es pas belle quand tu pleures. Tu sais, arrange-toi là, et puis nettoie ton visage parce qu'on ne veut pas voir la trace de tes larmes. C'est tellement drôle. Moi, mon père haïtien me disait toujours t'es belle t'es belle quand tu pleures, t'es belle quand Ah t'es oui, fâchée. Ouais, mais il se c'est moquait de vrai? moi, là. Ah, Clairement, c'est il drôle. se moquait de moi, mais c'est vraiment une des phrases qui m'a répondu, qui m'a dit la plus Plusieurs souvent. fois. Ah, Ah, mais il se moquait de toi. C'est ça, ben c'était pour oui, que ça me mettait t'arrêtes. en colère, là, j'étais fâchée. T'es belle quand t'es fâchée. C'était pour que t'arrêtes. Ben ouais, ou juste pour rire de moi, un des deux. Oui, un des deux, peut-être les deux aussi. Peut-être les deux en même temps. Ouais, peut-être les deux en même temps. Ouais, c'est Non, mais ça. j'essaie, c'est drôle parce que je savais pas que c'était une phrase en créole qui disait exactement le contraire, mais là, c'est intéressant. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, ma mère m'a dit ça souvent, tu sais. Puis là, j'essuyais mes larmes vite, puis c'est ça. Mais oui, franchement, c'est pas que j'exclus les hommes, mais c'est que dans ce temps d'arrêt où je dois regarder autour de moi, où je dois me regarder, mais c'est toujours des femmes qui sont là. Ce sont toujours des femmes, donc nécessairement, j'allais passer par elles. Ouais, c'est Pour ça. arriver à la femme, des À femmes la à la femme. femme. Ouais, ouais, à la femme sans couleur. C'est bon que tu précises parce que je me dis, ah, ben, tu sais, les couleurs, elles sont quand même plurielles, mais c'est une femme. Mhm. Puis là, il fallait que ça tienne dans une proposition qui est plus intéressante. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce qui est le plus évocateur? Puis, comme c'est sans couleur, je me suis dit, mais elle pourra mettre le costume qu'elle voudra, c'est une de ses couleurs. Et c'est bien, voilà. Ouais. Puis si tu avais à décrire cette femme-là, peut-être, comment tu la décrirais? Hum, Aux gens, justement, qui ont peut-être pas lu le livre ou qui ouais, s'apprêtent à le lire. ils n'ont pas lu. Ah, je sais pas. Je pense que je leur dirais, c'est une femme très tendre et à la fois difficile. Je leur dirais, ben, elle est assez sauvage, mais elle est pleine d'amour. Hum. Donc, tu sais, allez-y sur le côté pour commencer. Puis, c'est doucement, ça va se placer. Elle trouvera bien le pas de danse qui vous convient. Très beau. Est-ce que tu veux nous en lire un extrait avec Oui, oui, cette belle parole? oui, sur ces belles paroles. Attends. OK. Ah oui. Femme industrieuse, femme ouvrieuse, s'attelle à tout ranger. Chaque fois refaire le nid, s'assurer que la lumière passe, nettoie, apaise. Les femmes se font miraculeuses, leurs mains rêches, leurs yeux absents. Elles regardent là où personne ne voit. Il manque de l'étoffe au nid pour que les nuits soient douces. Les femmes passent, les femmes pavent la vie. Mon sexe est une blessure liquide. Une armée de solitude se dresse en moi. Je suis d'albâtre et d'agave. Des eaux charrient des misères océanes plus vieilles que moi, plus fortes que moi. Des désordres désarmés me guettent
au rivage trop boueux. La vie me déshabille, nue de pierre, nue de vent. Je n'ai que des peaux viles, fidèles au mari, une douleur imprenable, une forteresse de mendiants. Ni femme, ni fête. Des chevaliers aveugles me cherchent et me noient. Mon sexe, une blessure liquide. Les terres asséchées sous le soleil meurtri, insomniaque. La complainte de l'absence, un désir émaillé. Une mère bègue. Très beau, hein? Mais non, mais continue, si tu t'apprêtais à continuer, non? Ben, Non, 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 j'arrête un peu pour te laisser parler, pour que tu parles, toi, de ton chemin à l'écriture, parce que ça m'intrigue. Tu écris quand même depuis longtemps, depuis 2015. Oui, mon premier recueil, c'était en 2015. J'ai toujours beaucoup écrit, mais ça faisait écho à ce que je crois chez moi aussi quand tu disais que ton passage était d'abord vers la lecture, là, parce que moi, c'est vraiment comme lectrice, comme les deux viennent vraiment en même temps pour moi, je pense. Ah oui? J'ai toujours eu un désir de lecture vraiment foudroyant, puis vraiment comme boulimique peut-être, même si j'aime pas trop ce genre d'expression. Ouais, comme à mes anniversaires, je recevais des livres là, dès quand j'étais petite. Puis là, mettons, j'avais un party avec mes amis. Puis je partais de la fête pour lire mes livres. Tu sais, je sais pas, j'aimais plus. J'adore mes amis. Je pense que j'aime autant mes amis que les livres, mais je les avais déjà vus, mes amis. Puis là, j'avais les livres, fait que je voulais aller lire. Ah ouais! T'avais quel âge à peu près? Ben, dès que j'étais jeune, là, dès l'enfance, là, dès mes 8 ans. Ouais. Je lisais, puis j'allais à la bibliothèque de manière un peu compulsive, là, c'est-à-dire que j'empruntais les livres, la limite c'est 10 ou 15 peut-être de livres, puis là, je les lisais tous en 2 ou 3 jours, je lisais la nuit, je lisais en mangeant. Ah oui? Ah, Ouais. je peux pas rapporter un rapport boulimique comme ça. Mais je sais pas, c'est comme si j'avais besoin de quelque chose qui me traverse, puis de quelque chose qui me remplit, puis de quelque chose qui... Oui. J'avais besoin que quelque chose prenne toute la place. Puis je pense que j'ai souvent été insatisfaite. Puis la littérature venait remplir une insatisfaction de la vie. Tu sais. C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai regardé... là, j'arrive pas à me souvenir où, mais c'était une vidéo de toi qui montrait que quand tu étais enfant, tu mettais tous tes vêtements sur toi. Puis là, dans la vidéo, tu mets plein de chandails, puis t'en mets, puis je trouve ça fascinant, puis je trouve ça drôle, puis je me dis, mais qui... Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? J'ai vu quelque chose, puis je suis comme, mon Dieu, j'ai fait ça pour un projet artistique, mais on dirait que je pensais que c'était comme un rêve, mais non, j'ai réellement fait ça. Non, tu l'as réellement fait. Tu l'as réellement fait, je t'ai vu, mais j'ai trouvé ça cute parce que je trouvais que c'était un geste très puéril, mais en même temps fondamental. C'est-à-dire que tu arrives à faire quelque chose quand on regarde, on a l'impression qu'on ne comprend pas déjà. C'est comme un jeu, mais comme tu le dis, j'avais un vide, tu sais, puis je me dis, mais moi, j'ai jamais fait ça. C'est-à-dire, moi, j'étais plutôt du genre, OK, bon, je change 4 fois de vêtements par jour, mais pas, je les mets un par-dessus l'autre, tu sais. Puis je me dis, mais quel est le lien entre celle qui mettait tous ses vêtements et celle qui écrit? Oh mon Dieu, je peux pas croire que j'ai fait ça. J'aimerais. En plus, là, on est dans un podcast parce que ça serait bien que je dise ah oui, j'ai fait ça pour tel truc, mais genre, c'est vraiment un souvenir très flou. Puis là, on dirait que c'est comme si c'était un rêve que tu me rapportais. Puis là, je me sens comme horrible. Mais non, mais ça me dit quelque chose parce que je me rappelle quand je reproduisais le geste, il y a comme un rapport à la souffrance qui embarque parce que justement, j'avais enregistré l'été. Puis on me donnait comme, tu sais, t'as chaud, t'es plus bien. Genre, il y a comme une souffrance. Puis là, tu sais, je continue à en mettre. Mais je pense que c'est l'obstination, en fait, qui unit ces deux. Je me suis beaucoup obstinée à lire. Puis et dans cette performance qu'on a pu retracer et dans le geste que je faisais pour de vrais enfants, là, de tout mettre un par-dessus l'autre. Je m'obstinais, je voulais que le tiroir soit vide, puis je voulais que toutes les choses soient sur moi. Puis, tu sais, je sais pas, c'est un rapport
Tu sais, je pense que je me suis beaucoup donné des objectifs, puis je les ai remplis, puis je les ai atteints, puis c'était un peu coûte que coûte, là. Tu sais, c'est ça les livres, c'est ça le doctorat, c'est ça. C'est comme mon rapport à l'académie, c'est mon rapport à beaucoup de choses, c'est-à-dire d'avoir des objectifs, de tout traverser pour les atteindre, mais on ne s'apprend pas si ça vaut la peine, finalement. On ne sachant pas si la souffrance qui va avec tout ça vaut vraiment le jeu. Si le jeu en vaut vraiment la chandelle, quoi. Ouais. C'est ça, c'est le jeu. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu pour être infaillible? Parce que, tu sais, je m'imagine avec enfant, avec tous mes vêtements, ça fait épais, là, quand même. Ben, c'est un rapport au manque, je pense aussi. C'est comme avoir peur d'en manquer, avoir peur de ne pas en avoir assez, Ouais. puis tout mettre un par-dessus l'autre comme pour justement se protéger. Puis, mais dans ce désir de protection-là, on passe au travers d'une certaine souffrance aussi, fait qu'il devient caduque. Ouais. Les gens pensent souvent que je suis perfectionniste, mais je pense que je suis tout le contraire de perfectionniste. Parce que, Ah oui? ben oui, parce que justement, là, comme quand tu mets tout ça, t'es maladroite, ça fonctionne pas, t'as chaud, tu transpires, t'es pas bien, comme... Non, c'est pas les conditions optimales. C'est pas les conditions. C'est trop drôle. De tout ce que tu pouvais me poser, j'adore que tu m'aies posé cette question-là. Ah non, mais moi, j'ai adoré ça parce que c'était un peu imprévu. Je me rappelle pas exactement si je te cherchais. J'ai trouvé ça, puis je me suis dit, ah, un jour, si j'ai l'occasion, je vais lui demander. Je pense que c'était sur l'espace de l'art sur Canal Savoir. Est-ce que Bon, ça... tu vois, c'est le genre de place où moi, je peux me retrouver. Ouais, je pense que... Moi, je t'ai vu! Wow! Incroyable! C'est moins connu que tes recueils, mais quand même. Mais dis-moi, pour ton premier recueil, Royaume Scotch Tape, dis-moi, comment t'es arrivé à Royaume Scotch Tape? Pourquoi Scotch Tape? Je trouve ça audacieux, honnêtement. Royaume Scotch Tape, c'est peut-être pas clair, mais c'est vraiment un livre d'avortement, en fait. Là, genre, j'ai l'impression que c'est pas si clair que ça. Mais je venais je sais pas, je venais d'avoir mon deuxième avortement, puis j'étais juste complètement en morceaux, puis complètement triste, puis je savais pas comment faire pour me reconstruire, en fait, puis OK. travailler à partir de ça. Donc, c'est vraiment à partir de cette idée de quelle destruction amène une construction que Royaume Scotch Tape est arrivé. Puis Royaume Scotch Tape, c'est ça, c'est un château qui se déconstruit tout le temps, mais qu'il faut toujours reconstruire. Puis c'est ça aussi, des fois, on choisit de ne pas avoir des enfants, ça nous détruit un peu, mais il y a quelque chose qui se construit aussi au travers de ça, quelque chose d'autre qui n'est pas de l'ordre de la famille. Puis j'essaie de réfléchir à tout ça, aux enfants qu'on a, aux enfants qu'on n'a pas, aux amitiés qui peuvent être comme des familles, aux familles biologiques qui sont parfois pas des bonnes familles, aux relations amoureuses qui détruisent. Fait que c'est vraiment toutes ces choses-là qui construisent. J'essayais de faire tenir ensemble avec la littérature aussi, puis tout le bagage littéraire qui aussi participait pour moi à cette construction et à cette destruction-là. OK. Comment le bagage littéraire participait à la destruction? J'ai comme ce livre-là, je l'ai beaucoup construit avec l'intertextualité. Fait qu'il y a plein de phrases, puis de mots que j'ai parfois traduits, parfois comme déconstruits, placés dans le texte, en guillemets, sans rien. Puis je trouve que c'est un geste très premier livre, genre justement d'être tellement plein de toutes ces lectures qu'on a faites, puis de vouloir un peu comme à la fois leur rendre hommage, mais à la fois s'en débarrasser. C'était des textes aussi souvent qui m'avaient fait du bien ou qui m'avaient soigné, mais parfois aussi c'était des textes que j'avais trouvé difficile à lire ou blessés ou mais que j'aimais quand même, là, comme mettons Hervé Guibert, j'adore Hervé Guibert, mais ça fait mal lire Hervé Guibert. Donc, je sais pas, ça se plaçait comme ça. Tu sais, on dirait que pour moi, c'est toutes des petites briques d'un château, toutes des d'un château ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment des morceaux comme ça. Puis là, le Scotch Tape, c'est le recueil, il les rassemble tous, tu sais, pour un premier livre. Ouais, c'est intéressant de parler de littérature, de parler à d'autres personnes qui écrivent, tu sais. Parce que les motivations sont toujours très, très différentes, tu sais. Moi, j'ai même encore trop d'admiration pour ce que j'ai lu, pour même penser que je pourrais
me vider de ce que j'ai lu. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment ça me remplit. En fait, j'ai une idée parfois, mais c'est jamais clair, puis ça se déplace tout le temps. Puis ça, c'est amusant, mais c'est aussi, j'ai l'impression des fois que les gens ne comprennent pas que les choses ne soient pas coulées dans le béton, tu sais. Puis je sais très bien, comme lectrice, que tu peux lire un livre, par exemple, Mémoire d'Adrien, j'ai dû le recommencer 3 fois ou 4. J'étais jamais capable de lire Mémoire d'Adrien. Là, quand finalement je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis là, j'oserais pas le lire maintenant parce que je suis plus la même personne que j'étais quand je l'ai lu. Donc, j'aurais peur de le trouver fade ou d'être déçue ou quoi que ce soit. Tu sais, je trouve que le travail d'écriture, c'est un travail qui va à contre-courant dans la mesure où tu essaies de fixer ce qui est précisément tu es incapable de fixer. Tu sais, quand tu me parles de Royaume Scottsdale, tu sais, je pense à comment il s'appelle, là, le grand auteur sud-américain Borges, Franchesse, oui. puis qui dit ben, c'est incroyable parce que quand on ferme les livres, ben, les mots se déplacent pas, tu sais. Je trouve ça super cute parce que c'est vrai, les mots pourraient dire ouais, tu sais. On est tanné, on va prendre une marche. On se place comme on veut. Ouais. Mais est-ce que tu voudrais lire, je sais pas, peut-être le dernier recueil? Oui, ouais, je Oui. lis un petit bout de Sainte-Chloé. Ouais. Effacée, je m'avale, tandis que me reviennent des paroles gentilles. Bercée, jambes coupées, drapée dans la validation. C'est une robe comme une autre, je vis ailleurs, dans une ville transparente où les squelettes sirupeux me glissent entre les doigts. Dans mon appartement, je retourne le miroir. Il me faudrait d'autres yeux que les miens pour m'adorer. Où êtes-vous, vous qui m'aimez? Vos regards ont ruisselé sur les murs, il ne reste que moi. Je retourne ma peau, mais vous n'êtes nulle part. Je laisse les robinets ouverts, je me noie sans arrêt, mais renais constamment. J'évite de m'appeler par mon prénom, je me tue en paresseuse, mais je me tue quand même. C'est mon petit luxe à moi, ma lubie. Ma joie. Je lèche des enveloppes et je te salue, ma joie. Je suis pleine de grâce, j'avance vers toi. Ma joie réside dans mes accidents, dans mes blessures. Ma joie est un amour, comme tous les amours, elle est un risque, elle est une chute, elle est un trou. Je suis noire et je suis née du bon côté. Je me peins les ongles des regards de mon pain levé dans le four. Mes larmes sont dans des jarres que je dépose sur l'autel des possibles. Je recueille mes braillages pour le jour où il n'y aura plus d'eau potable. Le réel a trop de couches pour qu'on en vérifie l'adhérence. Je continue à payer mes amendes à la bibliothèque, à me faire du café le matin. Est-ce que la fin du monde est un moteur, un espoir ou simplement un lendemain de plus? Ma joie est une épine entre deux vertèbres. Arriverai-je un jour à la déprendre pour m'en faire un médaillon? Est-elle une fleur qui s'ouvrira? Que dévorera-t-elle? Toute la nuit, les ruines fourmillent en moi et au matin, ce que j'ai dû oublier colle mes paupières depuis. Ma joie est lente, interminable, brisée, duveteuse, pénible. As-tu tardé ou es-tu né trop d'avance? Et pourquoi, ma joie, trembles-tu sous ma peau transparente? Ma joie vibrante et mauve est partout et nulle part. J'accours vers elle, mais c'est une cible floue, une échymose. Qu'est-elle pour les femmes comme moi, délirantes ou suspectes? Quelle forme prendra-t-elle? Dans la pulsation de nos morts fuyantes, saurons-nous l'atteindre un instant avant qu'elle ne nous échappe? Personne n'aime les femmes amères, et pourtant nous sommes nombreuses dans la ville, sans maison de campagne où nous terrer. La peine autour du cou au lieu de la caresse, nous imaginons des îles, mais les îles, c'est nous. Je ne sais pas si les femmes seules sont amies entre elles. Merci, c'est beau la fin. C'est triste, hein? Ouais. Oui, c'est triste aussi. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur. Puis là, j'ai pas lu Corps,
Mais par rapport à ce qu'on disait plus tôt, par rapport à ce que tu viens de lire, on dirait que le corps, c'est un lieu, un lieu de douleur principalement, tu sais, un lieu éprouvant en tout cas. Mais corps, c'est comme un collectif, fait que c'est pas Ouais, tant moi, c'est genre, c'est plutôt des gens que j'ai rassemblés autour de l'idée du corps. ouais. Mais je pense pas que là, c'est ce moment-là, mais je pense que c'est un recueil aussi qui est très. C'est drôle, il y avait des scènes de sexualité dedans, mais je les ai sautées pour maintenant. Fait que tu vois, le corps est aussi un lieu de jouissance dans Oui, Saint-Chloé. Fait que c'est pas juste de la douleur. Je pense que c'est non. plutôt. Pour moi, la difficulté avec le corps, ou comme qu'est-ce que je cherche à explorer dans le corps, c'est à la fois comment c'est une limite, puis une frontière, puis qu'on cherche toujours à le faire exploser pour atteindre d'autres choses, tu sais. Mm. Là, j'ai l'impression, quelque chose comme ça. Dans Saint-Chloé, l'amour, c'est comme si on cherchait à transcender le corps physique. C'est ça le mysticisme, là. C'est Ouais, dépasser le corps physique pour atteindre comme une relation avec Dieu. Mais pour moi, Dieu, c'est tout, là. C'est les ouais, fleurs, puis, le soleil, là. Fait que, oui. ouais. OK, c'est intéressant parce que on lit pas nécessairement toujours dans le même sens que l'auteur écrit, tu sais, mais cette transcendance-là, je la trouve belle à viser. Je la trouve très belle à viser, mais effectivement, c'est pas, on dirait que la crainte, c'est de l'atteindre, en fait, cette Mhm. transcendance-là. Tu la vises, mais tu veux pas vraiment l'atteindre parce que si tu l'atteins, ben, tu perds cette finalité de ta condition humaine, tu perds ton corps. Oui, c'est vrai, on peut pas vraiment l'atteindre. C'est plus comme un objectif. Je pense que un but, Réel. ouais, qu'un point de chute, là. En effet, je pense pas que je l'atteins, mais pour moi, ben là, c'est pas vraiment dans l'écriture, là, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plein de moments. Il y a quelques moments, parfois, dans la vie où j'ai l'impression d'atteindre une espèce de transcendance, comme un état de flottement, puis j'ai l'impression Mmh. que je vis toujours juste pour ces moments-là qui sont finalement Ah assez ouais, rares. Ouais. oui, 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 oui. La grâce, c'est toujours dur à aller chercher. Ah oui, ah non, non, c'est pas gagné, hein, c'est pas J'ai pas gagné. gagné la grâce. Oh que non, oh que non, oh que non. C'est beaucoup de travail pour des fois pour vraiment pas beaucoup, mais c'est que, ce qui paraît à un regard extérieur, c'est souvent très différent de ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, tu sais. J'en ai pas de visage fixe, moi, pour la femme sans couleur, j'en ai pas. J'ai des voix, j'ai des images, j'ai des postures, mais ça bouge tout le temps, tu sais. Puis quand tu arrives à un poème dont tu es satisfaite ou même pas un poème au complet, une phrase, même, juste un vers, tu te dis: «Ah oui, j'ai touché à la grâce. J'espère qu'elle va rester avec nous Mais ton encore». rapport à l'écriture, est-ce que c'est ça, c'est un rapport de réécriture, de genre de peaufinement, de comme retravail pour arriver à cette grâce-là, ou elle peut être plus, pas spontanée, mais plus, elle peut arriver plus vite que ça, ou les deux en même temps? Mmh, en fait, j'arrive pas à la grâce. J'arrive pas à la femme sans couleur. C'est la femme sans couleur qui vient frapper à ma porte. C'est la grâce qui vient me visiter. Je, je saurais pas dire si c'est de l'humilité ou je sais pas, mais j souvent, quand les phrases, les plus belles, elles me viennent à l'esprit, je les travaille pas. Ce que je vais peaufiner, ça va être comment on arrive là. Mhm. Comment on arrive à cette phrase-là? Tu sais, j'ai écrit un poème pour, comment ça s'appelle? La poésie partout, tu sais, avec les cartes postales. Puis j'avais une phrase, j'avais juste un bout, même pas une phrase, j'avais juste une cathédrale d'espoir. Je trouvais que l'image était mais merveilleuse. C'est une cathédrale d'espoir. C'est beaucoup d'architecture pour quelque chose d'invisible, tu sais. Puis, je voulais absolument écrire une cathédrale d'espoir, mais alors tout ce qui vient avant, ça a été créé à partir de cette image-là pour qu'elle tombe juste à la bonne place. C'est dans ce sens-là que je travaille. Je fais pas confiance pour écrire depuis longtemps.
je fais pas confiance à mon désir, à ma recherche de grâce. C'est toujours très maladroit, c'est pas beau. C'est pas, tu sais, pour en arriver à la femme sans couleur, quand même, j'ai beaucoup écrit. Puis là-dessus, j'ai beaucoup écrit de mauvais poèmes. Tu sais, si je compte depuis le temps que j'écris des poèmes, c'est tout à fait normal. Mais pour que je me sente confiante de justement déposer un manuscrit, il fallait que je me sois cassé le nez souvent avant, tu sais. Il me semble. Non, mais ça résonne avec moi ce que tu dis, que les images te traversent. Puis Ouais. moi, il y a beaucoup, beaucoup d'images qui m'ont juste traversée dans ce livre-là, ou comme, tu sais, l'espèce de ma joie qui vient comme un refrain, comme une prière. Ça m'a beaucoup troublée. Puis dans ce recueil-là, je fais beaucoup des espèces d'adjectifs comme qui s'acculent, acculés les uns aux autres. Là, tu sais, genre, faudrait que j'en trouve ça. Mais parce que là, évidemment, j'en cherche, j'en trouve pas. Mais c'est comme une espèce de formule, c'est une espèce de effaré, livide, saturé, violente, romantique et suicidaire. Tu sais, je fais beaucoup des affaires comme ça, des espèces d'accumulations comme ça. Puis j'avais jamais fait ça dans mes autres recueils. Puis j'étais comme, il y a quelque chose de cette forme-là qui appartient à ce livre-là. Puis ça me venait beaucoup. Puis j'en ai enlevé parce qu'en il y en avait trop. Là, ça peut pas juste être un recueil. Mais ouais, des formes scandées. Puis tout, en fait, moi, j'étais sûre que j'avais pas de recueil en écrivant Sainte-Chloé de l'amour. Ah oui? Je savais pas du tout qu'est-ce que je suis en train de faire. Non, vraiment pas. Puis, comparativement aux autres? Oui, ben, c'est un livre que j'écris très lentement. Là. Mes autres recueils, comme Royaume du Scotch-Tape, je l'écris en quelques mois. Tu sais, je savais que je faisais un livre. Comme l'architecture de Royaume du Scotch-Tape était très claire dans ma tête. Ah, OK. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait vraiment concentré. Puis comme là, j'ai fini, je suis comme, bam, j'ai un livre. Fast, c'est un peu comme ça, finalement. Fast, c'était comme, je l'écris. J'ai tout arrêté. Ben, j'étais en train d'écrire ma thèse, mais j'ai pris quelques mois de pause de ma thèse pour l'écrire parce que j'étais comme, c'est ça qui se passe. Mais ça, je savais vraiment pas. Non, c'est ça. J'écrivais des bouts de poèmes. J'étais comme, est-ce que c'est comme en exploration de quelque chose qui va venir? Est-ce que c'est... On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, tu sais. Puis finalement, à la toute fin, j'écris la première suite. Comme la première suite du poème, c'est la dernière chose que j'ai écrite. OK. Et là, j'ai fait, ça va. Je l'ai. C'est un recueil. Puis là, j'ai tout compris. Ah, OK. C'est à la fin. Oui, ouais. Puis là, tout s'est construit, puis ça fait comme un cube Rubik. Le cube Rubik est dénoué, toutes les couleurs étaient au bon endroit. Ouais, ça se place. Ça s'est placé. Mais c'est la première fois que ça m'arrivait comme ça, en fait. Comme ça? Ouais. Comme ça. Mais c'est agréable. Oui, c'est agréable parce que moi, j'espère beaucoup en écrivant que, tu sais, des fois, j'appelle au poème. Puis je dis, mais j'aimerais ça savoir dire ça en poème. Mais je ne sais pas du tout par quoi commencer, par où commencer. J'ai aucune idée. C'est comme le poème Je suis l'Amérique, c'est le plus long poème de la femme sans couleur, tu sais. Puis quand je l'ai écrit, c'était au moment où on disait je suis celui qui a été tué, l'auteur, je suis Charlie. Bon, ouais. Puis là, tu sais, on répétait tellement je suis Charlie, puis que j'en suis venue à me dire mais toi, t'es qui? Est-ce que t'es Charlie? Puis là, je trouvais que je pouvais pas dire que j'étais Charlie. Non, pas parce que la question n'était même pas est-ce que je suis pour ou contre les caricatures de Mahomet pour rire. J'étais pas là. J'étais vraiment, mais est-ce qu'on peut usurper l'identité de quelqu'un d'autre puis dire je suis telle chose. Puis là, moi, je me disais, si on tente le jeu de l'usurpation, ben moi, je pense que je vais y aller avec l'Amérique parce que partout, on va vouloir me faire croire que je suis étrangère, mais s'il y a quelqu'un qui est bien américaine, c'est moi. Puis là, j'ai commencé le poème. Puis là, je traversais, je traversais, mais il prenait forme au fur et à mesure. Mais il partait de je suis l'Amérique, c'est moi l'Amérique. Je vais vous raconter des histoires, mais moi, je vous dis, c'est moi. Si vous savez me regarder, vous saurez c'est quoi l'Amérique.
Mais le problème, c'est ça, c'est que les gens ne savent pas regarder, peut-être. Oui, oui, c'est pour ça que j'écris le poème, parce que... Et voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Puis je me demandais comment, parce que dans la dédicace que je disais tantôt, la dernière est à ta fille, puis là, tu as écrit un recueil pour enfants aussi. Oui, un livre pour enfants, oui. Oui, un livre pour enfants, j'ai dit recueil, mais c'est un livre. C'est un très beau titre, Philibert, le garçon qui pliait son cœur. Fait que peut-être, je ne sais pas si tu avais envie de parler un peu de cette écriture qui est totalement différente ou pas totalement différente. J'aime parler de ça parce que, en fait, pour moi, ils sont pas totalement différents. T'sais. Mon recueil est venu avant, puis là, maintenant, je circule avec le titre de poétesse, qui est un grand honneur pour moi. Puis là, je pense que les gens, quand ils vont lire, ils vont voir la poésie. Puis tu sais, c'est vrai, le Philibert, le garçon qui pliait son cœur, mais c'est que ce soit en écrivant des poèmes qui sont destinés à des adultes ou Philibert, le garçon qui pliait son cœur, mon désir est toujours de trouver l'image juste pour dire une chose, puis la dire le mieux possible. Puis pour moi, c'est plus facile en poésie que dans d'autres formats. Et puis les gens me disent, mais tu parles en poésie, t'es comme... ça fait partie de toi, puis j'entends ça, je suis d'accord, tu sais, puis... Mais vraiment, la quête, c'est toujours, mais comment être le plus clair possible? Mm-hmm. Puis tu sais, quelqu'un va dire, ben, il faudrait que tu fasses un ouvrage scientifique. Non. Pour moi, être la plus claire possible, c'est pas restreindre les possibilités. Puis c'est donner quand même une sorte d'autonomie, de conscience, tu sais, une liberté. Puis je pense qu'il n'y a pas d'autre façon, tu sais. Philibert, le garçon qui pliait son cœur, c'est vraiment, je voulais parler de... J'aimais beaucoup l'image, tu sais, du petit garçon qui range sa chambre, puis qui plie son cœur, puis qui le met dans sa commode. Puis là, j'ai comme, oh, c'est tellement triste. Puis là, je me suis dit, tu sais, les enfants, on les présente comme des personnes vraiment qui savent rien à rien, qui sont loin ils sont loin de la compréhension qu'ont les adultes de la vie. Mais moi, je pense que enfant, ce qui est beau, c'est que bon, on arrive dans le langage en même temps qu'on arrive dans la vie. Et puis, on ne sait pas du tout trier, c'est-à-dire considérer que ça, c'est important, ça, c'est pas important. Tu sais. Puis, on ne sait pas dans quel monde d'adultes on va. Donc, les enfants ont une sensibilité, selon moi, qui est beaucoup plus proche des choses essentielles parce qu'ils ne sont pas encore dans toutes les connaissances qu'on va leur donner. Ils ne sont pas encore, disons, entre guillemets, pollués. Donc, ils vont dire les choses de façon très nette, très simple. Puis je trouve que la poésie, elle est proche de ça. Donc, pour moi, je ne le vis pas de façon distanciée, tu sais, mais là, j'ai écrit Philibert, le garçon qui pliait son cœur. Je travaille sur un autre album jeunesse. Ce n'est pas du tout le même registre, mais il reste que leur innocence est aussi une clairvoyance, je trouve. Puis dans ce sens-là, ça rejoint nécessairement la poésie, parce que la poésie, bon, pour moi, la bonne poésie, c'est pas lourd, c'est clairvoyant, puis on est capable d'embarquer, on est capable de suivre, tu sais. Ouais, c'est ça que je dirais. Oui, c'est pas jargonneux, je suis d'accord avec toi. Il y a comme une simplicité à la bonne poésie, puis je sais pas si j'y arrive. Là, je regarde Chloé de l'amour, je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que c'est assez simple? Je sais pas. Royaume Sketchef, je pense que c'est un bon livre à cause de ça. Parce que, c'est ça. Parce que tout le monde peut le comprendre, qui est très abordable, mais à la fois, moi, je l'ai construit, fait que je le vois comme très complexe quand même, malgré
sa simplicité, tu sais. Puis je sais pas si après, dans mes autres livres, j'ai réussi... Mais tous mes livres sont très différents, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Fait que c'est ça, c'est autre chose d'ailleurs. Puis Saint-Chloé de l'amour, vu qu'il est paru il n'y a pas si longtemps que ça, on dirait que j'ai encore de la misère à comprendre qu'est-ce que j'ai fait dedans. Tu sais, tandis que Royaume Scotchette, c'est ça commence à faire longtemps. Fait que j'ai une espèce de recul, puis j'ai un regard plus distancé, là. Ouais. Ben, les choses continuent à se placer même si tu ne tiens plus au bout de ton regard, tu sais. Quand tu te retournes, bizarrement, ben, c'est ça, comme tu as expliqué, tu sais, le cube, ben, tout est en placé. Tout le cube est placé. Oui, le cube est placé, ça va. Ben, j'aime pas trop refréquenter les livres. Puis justement, des fois, on est obligé de le faire à cause de notre travail parce qu'on nous demande de parler de nos livres. Ouais. C'est pour ça que Royaume Scotchette, je le relire d'une fois de temps en temps parce qu'il faut que je le relise pour tel ou tel truc. Ouais. J'ai tout le temps peur en le rouvrant. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai trouvé ça vraiment poche. C'est tout le temps ma grande crainte. Puis finalement, je suis comme, mais non. Non, mais je me dis, tu sais, je suis devenue quelqu'un d'autre aussi. Ça a été publié en 2015, mais je l'ai écrit peut-être en 2013. Ça commence à faire un moment. Ça fait presque 10 ans. Fait qu'on devient d'autres personnes. Puis je suis contente aussi de devenir quelqu'un d'autre. Je suis contente de ne plus avoir cet âge et de ne plus avoir ces choses en tête. Mais oui, tu vieillis puis tu es contente, là, tu n'es plus là. Oui, c'est le fun de changer aussi. Mais moi, ma grande... je suis très... j'ai beaucoup de gratitude, en fait, de vieillir en littérature, à quelque part. Ben, vieillir, ça va, je ne suis pas encore si vieille, mais... Pas tellement, non. Pas tellement, non. Mais on commence. En tout cas, moi, je suis comme, mais là, ça commence. Moi, vieillir, oui, mais en littérature, là, je ne pourrais pas dire ça déjà tout de suite. Mais... Oui, peut-être. Ben, dans le sens que, tu sais, je ne sais pas si je vieillis, c'est peut-être pas le bon terme, mais là, mes livres commencent à appartenir à différents moments de ma vie à moi. Tu sais, justement, de me dire, j'ai publié ça en 2015, c'est fini. Tu sais, je ne suis plus cette personne-là. Ou des femmes savantes 2016 aussi, il y a quelque chose, tu sais, c'est ça, de l'ordre du passé, puis ça fait des espèces de photographies de ma tête à certains moments. Et si je touche du bois, peut-être que ça va continuer comme ça, puis je me dis, wow, c'est vraiment un privilège. oui, ben, c'est un parcours, c'est beau, c'est un parcours. Moi, une de mes craintes, c'est de se retourner, puis quand on te demande, mais ça a été quoi ta vie, t'as rien à dire. Mais pourquoi quelqu'un dirait ça, Laurie? Non, mais n'importe, parce que c'est dans les livres que j'aime, ben, c'est des personnages complexes, c'est des personnages qui, tu sais, ce sont des belles, ce sont des histoires. Puis des fois, quand j'écris, je me sens loin des autres parce que je cherche cette complexité-là, je cherche cette richesse-là. Puis ces autres, des fois, desquels je me sens loin, je me dis, mais si je leur posais la question, c'est quoi ta vie? Je voudrais pas qu'ils me répondent, je suis allée travailler de 9h à 5h, de 23 ans à 65 ans, puis j'ai un chalet en Gaspésie, j'ai eu 2 filles qui sont grandes maintenant, il y en a une qui est avocate, puis je trouve ça d'un ennui. Puis là, je me dis, mais moi, si on me pose la question, il faut que je sois capable de répondre quelque chose d'intéressant. Donc, parce que je me pose à moi-même la question, je me dis, il faut que tu vives, là. Tu sais, le titre de Gabriel Garcia Marquez du livre que je n'ai pas encore lu, mais c'est quoi? C'est raconter, vivre pour la raconter, quelque chose comme ça, ou en tout cas, ça ressemble à quelque chose comme ça, j'ai oublié, mais pour moi, il faut que ta vie soit pleine, puis ayant une vie pleine où tu t'investis, tu sais, tu peux regarder justement au travers de ton travail d'écriture, du moins, par où tu es passé, tu sais, puis comment tu as réussi à dire l'histoire que tu vivais à ce moment-là, tu sais, des choses qui nous paraissent tellement grosses au moment où on les vit. 10 ans plus tard, on se dit, mais pourquoi ça m'a pris la tête, tu sais? Puis on devient un peu étranger à soi-même. Puis je trouve ça triste. On devient étranger parce qu'on ne peut plus raconter l'histoire, on l'a perdue. Ou bien on n'a jamais su
quoi en dire, tu sais. Bref, c'est pour ça. Ouais, mais c'est intéressant. Je sais pas si je pense comme ça, genre, mais j'aime bien cette idée-là, en fait. J'aime bien ce que tu racontes, mais je suis pas sûre, parce que moi, tout est tellement un drame, toujours. Moi, je ne vis que des drames. Fait que moi, je pense que mes drames sont tout à fait légitimes. Genre, j'ai pas de misère à croire que mes drames sont légitimes. Je crois en la légitimité de mes drames. Donc, voilà. Ouais. Mais j'aime bien, je comprends ce que tu veux dire, comme qu'il faut avoir... ben, je sais pas si je comprends, mais j'entends qu'il faut avoir une vie intéressante, puis aussi une vie qui prend des chemins intéressants pour avoir une écriture intéressante, tu sais, puis d'essayer de vivre une vie à notre hauteur ou à une certaine hauteur aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, oui, à notre hauteur. Tu sais, je pense que le regard d'auteur, une fois que il existe, tu peux pas l'annuler ou tu peux pas. Tu peux juste vivre avec puis savoir comment tu vas vivre avec. C'est Et, drôle, je me rendais compte. Dernièrement, je fais difficile parce que j'ai l'impression que j'ai jamais le temps d'écrire, puis j'ai jamais le temps de me poser, puis ouais. j'ai tout le temps l'impression que ma vie est comme éparpillée, puis au milieu de mille choses. Puis c'est ça, je suis comme, est-ce que je suis vraiment une écrivaine? Puis on dirait que je suis comme, tu sais, je sais pas, vu que j'ai plus cette pratique-là que j'avais quand j'étais jeune d'avoir des carnets ou d'avoir... Ouais. parce que toute mon écriture est destinée à quelque chose, à se destiner à des livres ou, tu sais, c'est comme si toute mon écriture travaillait à devenir puis n'était pas juste écriture, tu sais. Ouais, ouais. Puis ça, je trouve ça difficile, ça fait comme un bout que je pense, puis que j'essaie de repartir des cahiers, puis que j'y arrive jamais vraiment. Puis finalement, je me rends compte que les moments où je me sens le plus écrivaine depuis un an ou deux, c'est quand je marche dans la rue, puis que je suis très obsédée par les chorégraphies des déchets, par les choses par terre, par comment... Puis là, je prends des photos, puis là, je les accumule, les photos, ou comme, puis là, là, puis dans cette espèce de collection vraiment bizarre que je fais, qui est vraiment destinée à rien. Oui. À Là, je me rien. sens vraiment écrivaine, parce que je vois des choses. Je vois c'est les objets créés. Puis je vois la grâce dans ça. Ouais, ouais. OK, ça va, Chloé. T'es une écrivaine. Oui, tu as une confirmation, non, mais moi, je pense que dans le travail d'écriture, d'emblée, tu dois être d'accord avec l'idée que tout ne sera pas écrit, tout ne sera pas retenu, tout ne sera pas... on écrit à mots perdus. Moi, je pense qu'on écrit souvent à mots perdus. Puis c'est comme un pacte. Tu dis, ben, c'est ça l'histoire. Tu sais, j'accepte, tu sais, que ce soit comme ça, mais non, t'es écrivaine. Ben, c'est beau que, quand même, ce que tu dis, je me sens écrivaine, j'ai pas le temps de tenir des journaux, mais je regarde la chorégraphie, la grâce des déchets par terre quand je me promène, tu sais. À ce moment-là, tu es libre de ton regard. Personne n'attend rien de toi. Moi, je pense que c'est ça la définition de la liberté, beaucoup. C'est quand personne n'attend rien de toi et il n'en tient qu'à toi de faire ce que tu veux avec ce qui est. Point. Très beau. Ouais. Cette liberté-là. Est-ce que tu réussis à l'habiter ou c'est... Comment tu gères cette liberté-là? Est-ce que tu penses que tu réussis, c'est ça? Je pense que je réussis en partie, mais disons que ce qui est extraordinaire, c'est que, alors, j'ai ma fille qui a 6 ans, puis, tu sais, les enfants, ben, ils commencent à exister dans ton ventre, hein. Donc, ils ont une drôle de façon de te connaître, c'est-à-dire que je sens que ma fille me connaît plus que ce que je voudrais qu'elle sache de moi, puis elle est capable d'entrer dans des zones que je croyais entièrement privées, secrètes, puis elle est capable d'y entrer, c'est-à-dire que elle parle tellement, par exemple, qu'elle m'empêche de penser. Puis je pensais pas que quelqu'un était capable de faire ça, tu sais. Puis c'est pas comme si elle disait des choses toujours très, très, très importantes. Bouge tes oreilles, Romy! Donc, je dirais que oui, j'en trouve des zones de liberté, mais là, je dois apprendre à juguler, à jongler, à jongler avec d'autres aspects de la réalité que j'aurais pas
pu imaginer avant d'avoir ma fille, avant de savoir pertinemment que, puis ça c'est, je pense que d'après moi c'est une forme de défaut, mais si j'entends sa voix, je suis pas capable de pas l'écouter. Puis là, j'en parle à tout le monde, puis je vois qu'il y a certaines, puis j'ai remarqué en fait que c'est pas juste avec ma fille, mais elle, c'est sûr que je l'écoute, mais il y a d'autres personnes qui sont vraiment capables de faire mute. Tu sais, l'autre personne parle, puis c'est comme dans Charlie Brown, tu sais, ça fait bra, 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 puis ils écoutent pas. Moi, je suis pas capable de faire ça, puis c'est là où, par exemple, je vais sentir que ma liberté est en danger, là. J'ai pas la paix, mais sinon, non, je suis bien parce que j'ai toujours écrit dans ma tête avant d'écrire ailleurs. J'écris dans ma tête parce que avant de me mettre véritablement à l'écriture, c'était pas permis. Il n'y avait pas de temps pour ça. Et il fallait que je vole le temps. Donc, ma façon d'écrire, c'est d'écrire dans ma tête, puis personne ne peut venir. Puis là, si je trouve ça vraiment bon, je l'écris sur papier. C'est le fun quand même de parler de littérature comme ça un lundi matin. Oui, c'est ça, ça commence bien la semaine. Là, on a toute la semaine à penser à ce qu'on aura raconté. Écoute, à moins que tu aies une dernière question pour moi, je pense que c'est le temps qui a filé, puis j'aime bien que ça se termine. Ce que tu viens de dire. Moi, ça me convient. Ouais. Mais moi aussi, ça me convient. Écoute, les autres questions, je te les poserai à d'autres moments. Oui, à d'autres moments. Si là, j'en ai pas une urgente, mais bien sûr, j'aurais pu continuer à parler avec toi. Parce que c'est oui, moi aussi, mais on va épargner les gens. Oui, on va les épargner. Voilà, on les épargne. Donc, merci, Chloé. Cet épisode fait partie de la série de podcasts Midi littéraire du Centre de littérature canadienne, produit par Mathieu Cormier, Yag Maccabi et Sarah Crotts. Édité par Claire Peters. Musique composée et jouée par Bruce Ziff. Ce programme du CLC est rendu possible grâce au généreux soutien financier du Conseil des arts du Canada et de la Faculté des arts de l'Université de l'Alberta. Merci de votre écoute.